Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 4e conférence mondiale de l'Internet s'est clôturée depuis décembre à Wuzhen, en Chine. L'événement a réuni des représentants du gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des entrepreneurs et des experts qui ont découvert les dernières innovations technologiques tout en débattant l'avenir d'Internet. Quels vont être les nouveaux enjeux, mais aussi les nouvelles problématiques d'un secteur aujourd'hui en pleine mutation? Avant d'entamer notre discussion, je vous invite à suivre notre journaliste Jiang Shiying pour voir les nouveautés exposées lors du forum de cette année. La 4e conférence mondiale sur l'Internet s'est tenue du 3 au 5 décembre à Wuzhen, dans la province du Zhejiang, au sud-est de la Chine. Depuis 2014, cette petite ville connue pour ses bâtiments anciens est devenue le siège permanent de la conférence mondiale sur l'Internet. Cette année, la conférence avait pour thème « Développer l'économie numérique pour l'ouverture et des bénéfices partagés, construire une communauté de destin dans le cyberespace ». Plus de 1500 visiteurs et 800 journalistes du monde entier participaient à cet événement très attendu. Le développement de l'économie numérique, la construction d'une société d'avenir commun dans le cyberespace, la protection des droits des internautes de moins de 18 ans, les avantages des services électroniques étaient les principaux thèmes discutés lors de cette conférence. Le sommet 2017 était aussi l'occasion de présenter les toutes dernières innovations mondiales en matière de technologie du net. Xiaobing de Microsoft, la 5e version de cette application permettant de dialoguer avec une petite amie virtuelle, a été lancée en novembre 2017. Démonstration des progrès de l'intelligence artificielle, Xiaobing, loin d'être un robot froid et insensible, peut désormais exprimer une vaste palette d'émotions qui la fait ressembler de plus en plus à un véritable être humain. Le programme E.T. Brain du géant chinois Alibaba, doté de capacités de prédiction exceptionnelles, ce système d'administration est en lien avec toutes les infrastructures de la cité et permet de gérer le trafic, les déplacements et les achats des habitants. Il est aussi capable de réduire le nombre des délits, les bouchons aux heures de pointe ou encore les accidents de la circulation, le tout en temps réel. Programme en constante évolution, il devrait bientôt étendre ses services au domaine des transports, de la météorologie, de la sismologie et des réseaux électriques. La 5G avec le standard 3GPP développé par Huawei et Qualcomm. Alors qu'avec la 4G, télécharger un film à partir de son portable nécessite aujourd'hui plusieurs minutes, la 5G devrait permettre de réaliser la même opération en seulement quelques secondes. Le système de navigation et de positionnement Beidou. Beidou est un système mis en place par la Chine pour subvenir à ses besoins en matière de sécurité nationale et de développement économique. Ce système de navigation par satellites autonomes, entièrement conçu par la Chine, est déjà entré en service commercial et fait aujourd'hui partie de la vie quotidienne de la population. Utilisé par des milliers de bateaux de pêche chinois et comme application de navigation sur les téléphones mobiles, Beidou devrait couvrir tout le globe, avec une constellation de 35 satellites d'ici 2020. D'après le classement Top500.org, qui dresse 2 fois par an la liste des supercalculateurs les plus performants de la planète, l'ordinateur chinois Sunway Taihu Lite est aujourd'hui la machine la plus rapide et la plus puissante au monde. Avec sa capacité de 93 pétaflops, ce supercalculateur autorise de nombreuses applications dans des domaines comme les techniques de fabrication avancée, la prévention des catastrophes naturelles ou encore la prévention des maladies. 4 ans après ses débuts, le sommet de Wuzhen est devenu un acteur important du développement d'Internet, ainsi qu'une nouvelle plateforme chinoise pour faire avancer les échanges internationaux. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Philippe Rochaud. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de France Télévisions en Chine de 2000 à 2006 et vous vous intéressez encore beaucoup à la Chine actuellement. Alors, on voit que la conférence mondiale de l'Internet n'existait pas quand vous étiez en Chine. Et que représente cet événement pour vous ? Pour moi, c'est un événement très important parce que, au cours des forums, d'une vingtaine de forums qui ont eu lieu en Chine, on a pu parler de la sécurité d'Internet. Il faut une coordination entre les différents États pour qu'il y ait une régulation, n'est-ce pas? Et la Chine peut certainement jouer un rôle important là-dedans parce que la Chine est très avancée dans la sécurité d'Internet. Donc, il peut y avoir une coopération efficace avec
les autres États occidentaux, n'est-ce pas, pour lutter contre cette plaie que représente le piratage informatique. Donc ça, c'est une chose. Bon, la deuxième chose, c'est que ces forums ont permis aussi d'évoquer le développement, l'ouverture d'Internet à la Chine, parce que, bon, d'un côté, nous avons la Chine qui se protège, qui assure sa souveraineté sur Internet, et de l'autre, on a des pays qui ont envie de coopérer avec la Chine, parce que la Chine, c'est un marché de, comme on dit, 1,3 milliard d'habitants, c'est plus de 400 millions d'internautes qui utilisent Internet en Chine, donc c'est évident que la Chine est un marché très tentant sur le plan Internet pour les entreprises extérieures. Quel genre de plateforme cela fournit aux participants vous voyez les entreprises, des représentants du gouvernement, donc d'un point de vue journaliste, quels sont les bénéfices que peut en dégager ce genre de rassemblement, ce genre de discussion pour le développement de l'Internet? Ben pour moi, c'est d'abord un échange entre les entreprises de l'Ouest et les entreprises chinoises et asiatiques. Donc ça, c'est extraordinaire quand on voit le développement du commerce en ligne qui existe en Asie. Donc c'est indispensable qu'il y ait cette sorte de dialogue. C'est aussi pour moi la possibilité d'un rapprochement entre, disons, les sites occidentaux et puis les sites chinois. Je pense que vous êtes un très bon témoin du développement de l'Internet en Chine, parce que je suppose la première fois que vous étiez en Chine, il n'y a pas ce développement d'Internet et vous n'avez pas assez connecté. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé en Chine en 2000, Internet était très peu développé, c'était très lent. On arrivait quand même à avoir une connexion, mais par exemple, on ne pouvait pas envoyer des fichiers trop lourds à l'extérieur parce que c'était freiné. Moi, par exemple, en tant que correspondant de la télévision, je ne pouvais pas envoyer mes images et mes reportages par le biais d'Internet parce que c'était beaucoup trop lourd comme fichier. Donc j'étais obligé encore de passer par la télévision chinoise et par satellite pour envoyer mes reportages. Et puis en 2003, les choses ont changé, c'est-à-dire que j'arrivais à envoyer mes reportages pour le journal télévisé, par exemple, qui faisait de l'ordre de 2 ou 3 minutes. Bon, il fallait quelque chose comme 30 minutes, 40 minutes pour envoyer. Mais ça, c'était le temps qu'il me fallait pour aller à la télévision chinoise. Donc peut-être c'était long, mais c'était formidable parce que et en plus c'était gratuit parce que les satellites, ça coûte cher quand on envoie des images et qu'on est correspondant de la télévision. Donc vraiment, pour moi, ça a été un bouleversement important dans mon travail que de pouvoir envoyer mes reportages par le biais d'Internet. L'avènement des technologies mobiles a transformé fondamentalement la manière dont beaucoup de gens vivent et travaillent, permettant aux utilisateurs de se connecter et de communiquer de façon inédite. Et nulle part la révolution de la technologie mobile n'est plus évidente qu'en Chine. Nous allons suivre Tracy, une jeune femme vivant à Beijing, et découvrir comment les nouvelles technologies ont changé sa vie. Le téléphone mobile est devenu pour Tracy un objet indispensable dans sa vie quotidienne. Mon portable est très important pour moi. Tous les matins, après le réveil, je consulte les actualités sur mon téléphone, je vérifie la météo et l'état du trafic routier. Tous les jours, en sortant de chez elle, Tracy utilise l'application Mobike pour scanner le code QR d'un vélo en libre-service et le déverrouiller. Elle peut ensuite effectuer un déplacement temporaire ou se rendre à la station de métro la plus proche. Aujourd'hui, Mobike est en train de devenir une plateforme mondiale du vélo en libre-service et joue aussi un rôle non négligeable dans la résolution de problèmes urbains comme la pollution ou les embouteillages. La Chine est le plus grand marché mondial du e-commerce. Même les petits commerçants s'y mettent. Tracy travaille dans une boutique de costumes sur mesure et elle utilise chaque jour une application mobile développée spécialement par le fondateur de l'entreprise. Cette application m'est très utile. Elle définit avec exactitude le teint de peau et la structure des visages, puis détermine un style et une couleur assortie, ce qui nous permet de sélectionner le costume le plus adapté pour chaque client. Cela m'aide à être plus efficace dans mon travail. L'application permet de faire gagner du temps aux clients et de leur apporter un meilleur service. Il est midi et Tracy n'a que l'embarras du choix parmi tous les menus accessibles en seulement quelques gestes du doigt. Nul besoin de carte bancaire ou d'espèces, Tracy paie via son application favorite, WeChat, une application chinoise de réseau social qui sert aussi de messagerie instantanée, de plateforme commerciale et de service de paiement. WeChat, simple application de réseau social à son lancement en 2011, est devenue aujourd'hui un véritable mode de vie. Avec WeChat, vous pouvez prendre un rendez-vous chez le médecin, connecter votre assurance maladie à l'application, puis payer avec votre téléphone.
Les gens utilisent WeChat pour toutes sortes d'activités, aller au restaurant, au cinéma, faire le plein d'essence, payer le parking, etc. WeChat résout les problèmes de notre vie quotidienne et nous permet de disposer de davantage de temps libre. Je peux discuter avec ma famille et mes amis, envoyer des messages vocaux, faire des appels vidéo, envoyer toutes sortes d'images, et tout ça grâce à WeChat. Je pense que cela nous permet d'être plus proches qu'avant. Tous ces changements dans la vie quotidienne des Chinois sont le fruit des technologies mobiles. Alors, que nous réserve l'avenir? Le géant chinois de la vente en ligne, Alibaba, montre déjà le chemin avec la réalité virtuelle. L'entreprise va lancer BuyPlus, un magasin en réalité virtuelle qui permettra aux utilisateurs de se balader dans les rayons du magasin Macy's à New York, tout en restant confortablement installés chez eux à Beijing. Dans l'avenir, la réalité virtuelle va apporter de nombreux avantages et faciliter la vie des utilisateurs dans des domaines aussi variés que les jeux vidéo, le commerce, les soins médicaux, l'éducation ou encore le tourisme. Pendant ces 6 ans, et parce qu'après vous prêtez aussi une attention aussi à la Chine, donc avez-vous des constats sur une question qui intéresse beaucoup les gens, c'est-à-dire que pourquoi l'Internet a pu connaître un développement aussi rapide en Chine? Alors ça, c'est ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que les Chinois se sont mis très rapidement au commerce électronique. Les Chinois ont très rapidement développé l'économie électronique. Encore ce matin, je voyais les Chinois qui prenaient leur vélo avec leur smartphone et Partagé. Le vélo partagé. Et donc, je trouvais ça formidable parce que ça commence à exister chez nous, mais en Chine, ça a eu un boom extraordinaire et dans tous les domaines, n'est-ce pas? Le commerce électronique dans les supermarchés où on peut payer avec son smartphone, chez nous, c'est assez peu développé. Ça commence, mais pas au rythme de la Chine. Donc, moi, je cite toujours l'exemple. Quand je suis arrivé en Chine, par exemple, j'ai acheté une voiture et j'ai dû payer la voiture en espèces, avec des billets de 100 yuan dans un sac réparti dans mon manteau, alors qu'aujourd'hui, je paierai ma voiture grâce à ma carte de crédit ou à l'électronique. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que les Chinois soient passés très rapidement. Il n'y a pas eu de méfiance, si vous voulez, pour basculer directement de l'économie de base, telle qu'elle était faite avec les billets de banque, à l'économie électronique. Et quand on voit par exemple des pays comme l'Allemagne, qui sont quand même des pays très avancés sur le développement économique, et qui ont beaucoup de difficultés de passer à ce genre de commerce électronique, parce qu'il y a toujours beaucoup de méfiance. Les gens continuent de payer par virement, ou alors avec des billets de 500 €, c'est ce qui est une somme immense, faramineuse, inimaginable en Chine. Et les gens hésitent beaucoup à utiliser leur smartphone pour payer dans les supermarchés. C'est un mode de paiement qui est très peu utilisé. Donc c'est-à-dire que vous pensez que c'est surtout les mentalités des Chinois qui donnent un environnement favorable au développement de l'Internet? Disons, c'est surtout l'envie de progresser, la fascination pour les choses nouvelles, pour tout ce qui peut se faire, et puis finalement un peu peut-être une confiance absolue dans la sécurité du commerce électronique. Vous êtes journaliste avant et après Internet, donc quelle est votre réflexion sur la façon dans laquelle l'Internet a changé le travail d'un journaliste ou de l'information? Pour un journaliste, Internet, enfin disons le conduit Internet qui nous mène à différents sites, qui nous mène à différentes agences, est vraiment essentiel dans le travail, quoi. Simplement, un journaliste, il a quand même conscience qu'il peut être trompé par Internet. Donc on a toujours des systèmes de vérification, hein. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup le logiciel qui s'appelle Tinai, qui me permet de vérifier si une image est authentique ou pas, qui me permet de dire si cette image-là est déjà passée ailleurs, si elle correspond vraiment au pays dans lequel elle a été prise. Mais moi, c'est parce que je suis professionnel, mais un élève, un étudiant n'aura peut-être pas ce réflexe-là, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les écoles en France, on a ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Moi, j'y participe d'ailleurs, je vais dans les écoles pour apprendre aux élèves à ne pas se laisser tromper par Internet, à chercher par exemple d'où vient le site, qui est à l'origine du site qui va vous donner cette information, et ne pas tomber directement dans le piège. Orienter ses recherches pour ne pas être trompé par Internet. Savoir aussi à quelle date l'article a été fait. Moi je dis aussi si par exemple il y a des fautes d'orthographe. Pour moi un récit dans lequel il y a 1 ou 2 fautes d'orthographe, ça veut dire que c'est fait par quelqu'un qui n'a pas connaissance des mots, qui n'est pas cultivé, donc c'est quelqu'un qui va chercher à nous tromper.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence des réseaux complotistes, hein, les gens qui voient toute la vie comme un véritable complot, qu'il faut essayer de déjouer. Donc vous voyez, tous ces éléments sont bien sûr à étudier, et ça fait partie vraiment de l'éducation pour les jeunes, de savoir utiliser Internet. On ne peut pas comme ça se jeter en toute confiance dans les réseaux Internet sans vérification de l'origine des informations qui sont distribuées. Mais est-ce que cela veut dire que quand même l'Internet a profondément changé le métier d'un journaliste? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, dès que vous avez un doute sur une date, un doute sur un événement historique, tout de suite vous tapez le mot et dans les secondes qui suivent, vous avez la réponse. Vous n'êtes pas obligé, comme avant, d'aller chercher dans des livres, dans des bibliothèques, dans des sous-sols poussiéreux, l'origine de votre information. Là, on est servi immédiatement, mais il faut quand même toujours avoir un œil vigilant sur Internet pour essayer de ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Et du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon de travailler est devenue plus rapide. Il y a un rythme plus rapide pour tout le monde. Alors, elle est plus rapide pour acquérir des informations, des chiffres, mais ça ne peut pas empêcher qu'un véritable journaliste, il va sur le terrain, il rencontre les gens, il va dans les pays desquels il parle, hein, et on ne peut pas faire des articles uniquement à base d'Internet. C'est pourtant ce qui se passe parfois dans des sites où les gens font uniquement leurs articles à base d'Internet en puisant des informations à droite à gauche, et ils donnent l'illusion qu'ils sont au courant du sujet, mais en réalité c'est faux, quoi. Internet ne peut pas remplacer la rencontre avec les gens, l'entretien avec les personnes et le déplacement dans un pays qui est indispensable pour mieux sentir une situation. En quelque sorte, les médias traditionnels vont être menacés. Par exemple, comme vous avez dit, beaucoup de gens vont aller sur Internet pour voir les reportages que les professionnels comme vous avez écrits. Donc, ils passent moins de temps dans les médias traditionnels. Donc, en quelle sorte, dans quelle mesure les médias traditionnels sont menacés? Les médias traditionnels sont, c'est vrai, complètement menacés. C'est qu'aujourd'hui, la presse écrite n'est plus lue que par 20% des gens. Aujourd'hui, les gens s'informent sur Internet. Et sur Internet, il est possible de s'informer à peu près correctement, gratuitement. Donc les gens qui font les reportages, les articles, ne sont pas payés, ou ils sont payés uniquement par la publicité, ce qui est relativement faible. La part de la publicité sur Internet reste quand même, au niveau finance, moins élevée qu'elle ne le reste sur la presse écrite, n'est-ce pas? Et donc c'est vrai que la presse est en perte de vitesse, et on le sent, les journalistes sont moins bien payés, les contrats sont beaucoup plus courts, ou alors on assure aux journalistes le paiement à l'unité, n'est-ce pas, au reportage, et donc ça va se sentir sur la recherche. Les sites qui ont de l'avenir, c'est des sites peut-être comme le site Mediapart, qui est directement financé par ses lecteurs, mais c'est presque des exceptions, n'est-ce pas? Et pour avoir la possibilité de financer, de prendre un abonnement à un site, c'est quand même relativement coûteux. Donc pour des gens simples, c'est pas forcé de pouvoir débourser comme ça 150 € par an. Et donc les gens hésitent. Et comme finalement on arrive à voir circuler beaucoup d'informations sur Internet gratuitement, les gens ne s'abonnent plus aux journaux et n'achètent plus les journaux. Parce que vous avez travaillé d'abord dans les médias traditionnels. Donc pensez-vous que vous avez vécu cette transition? Comment avez-vous vécu cette transition? Et pensez-vous que vous avez réussi à vivre cette transition vers les médias, les réseaux sociaux, l'Internet? Moi j'ai vécu cette transition à un moment où on disait, voilà, il y aura d'un côté la rédaction qui s'occupe du journal télévisé, et de l'autre la rédaction Internet. Et ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des ponts entre la rédaction Internet et la rédaction du journal télévisé. Et aujourd'hui il y a vraiment une distribution indifférente entre la rédaction, le journal télévisé et le site Internet, c'est-à-dire qu'un reportage peut aussi bien passer sur le net que passer sur la télévision. Et aussi, les avantages que ça, c'est par exemple si je fais une interview avec une personnalité, au journal télévisé, l'interview va faire 2 minutes, alors que je pourrais mettre la totalité de l'interview sur le site Internet. Donc quelque part, c'est un plus, c'est un positif au niveau de l'information. Et aujourd'hui, par exemple, le site Internet de France Télévisions s'est beaucoup développé. Et par contre, les gens ne regardent presque plus le journal télévisé. C'est les personnes de plus de 50 ans qui regardent le journal télévisé. Les jeunes s'informent surtout par Internet. Donc voilà,
on a assisté à un virage entre, d'un côté, le journal télévisé, le petit écran, et puis de l'autre, l'Internet sur ordinateur. Oui, mais il y a une autre facette, c'est que il y a bien sûr une façon différente chez les lecteurs, chez l'audience, mais aussi on voit qu'aujourd'hui certains chefs d'État et des célébrités ont choisi d'exprimer sur Twitter, sur leur propre compte, que dans les médias traditionnels. Quel est votre point de vue sur ce phénomène? Un chef d'État doit quand même garder le recul nécessaire, même si il est tout à fait naturel qu'il ait un compte Twitter. Le président Emmanuel Macron a un compte Twitter dans lequel il met, je ne sais pas s'il y a des victimes quelque part d'une catastrophe, il va mettre ses condoléances sur Twitter et tout ça, donc ça fonctionne bien, quoi. Mais je pense que les décisions d'un chef d'État ne doivent pas être connues dans l'immédiat par les réseaux sociaux et par Twitter, mais bien au cours de la traditionnelle conférence de presse qui est donnée, et ensuite reprise par les médias sociaux, mais pareille décision nécessite une réflexion et justement quand on travaille avec les réseaux sociaux, ça peut être très tentant d'envoyer tout de suite un article, d'envoyer tout de suite ses impressions. Là, il faut se retenir un peu et réfléchir et savoir, voilà, je vais envoyer ce message-là, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des fautes, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce que mes informations sont bonnes. Donc il faut patienter quand même un peu, quelques heures, voire même quelques jours avant d'envoyer son tweet ou son message. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, quand ce genre de mécanismes ont été exploités, il y avait vraiment des recherches psychologiques sur les comportements des gens pour qu'ils se passionnent vers ce mécanisme. Oui, c'est ça, et c'est vrai que c'est assez facile d'analyser le réflexe des gens sur les réseaux sociaux, la position des gens sur les réseaux sociaux, la façon dont ils formulent aussi leur message, qu'est-ce qu'ils mettent dedans également. Vous arrivez très bien à voir la personnalité de quelqu'un en lisant ses posts sur Facebook ou ses messages sur Twitter. Et c'est très révélateur de la société, et parfois on se dit, mais finalement on est dans un pays où il y a quand même beaucoup de gens qui sont perturbés, regardez les messages qu'ils mettent. Et moi, par exemple, si des personnes me demandent comme ami sur un réseau social, avant d'accepter, je regarde qu'est-ce qu'ils mettent. Et parfois, je vois des gens qui sont en fait complètement perturbés par les événements de la vie, ou alors des gens qui ont pratiquement cédé aux théories du complot et qui ne voient la vie qu'à travers des complots qui seraient organisés par des forces secrètes, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que l'humanité, parfois, n'est pas toujours en très bonne santé mentale et que c'est intéressant de voir ces réflexes et ces comportements sur les réseaux sociaux. Ouais, ça permet en quelque sorte un rapprochement entre les gens qui ne se connaissent pas. Oui, j'avoue que c'est une découverte, des comportements sociaux des gens. Vous voyez les croyances des gens, vous voyez les options politiques. Bon, moi je pense que sur les réseaux sociaux, il faut avoir une certaine retenue. On n'est pas obligé sur Internet de mettre ce en quoi on croit, ses opinions politiques. Non, pour moi, il faut être beaucoup plus réservé, par exemple, si vous avez vécu un voyage, une aventure, d'accord, raconter un récit, mais Internet n'est pas, à mon avis, destiné à mettre ses opinions politiques personnelles ou ses opinions religieuses. Ouais. On voit aussi que pendant la conférence, l'avenir de l'Internet est aussi un sujet très sensible. On voit, par exemple, l'Internet permet à des gens qui vivent dans des régions très reculées de s'enrichir et de se connecter, ou des personnes handicapées ont pu travailler grâce dans les magazines de vente en ligne. Donc, avez-vous vécu des expériences similaires ou avez-vous vu des choses similaires concernant l'avenir de l'Internet dans le sens où ça pourrait aider les gens? Alors moi, ce qui m'a frappé dans mes voyages, notamment en Afrique, c'est de voir qu'il existe ce qu'on appelle une fracture Internet. C'est-à-dire il y a d'un côté les gens qui peuvent avoir accès à Internet et de l'autre les gens qui n'ont pas accès. Et c'est vrai que le développement d'Internet a accentué cette fracture entre les riches et les pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais d'un autre côté, il y a des entreprises qui essayent de développer la diffusion d'Internet même dans les régions très reculées, et ça c'est formidable. Et aujourd'hui, on voit des gens dans les écoles des pays d'Afrique très reculés qui ont accès à Internet. Mais pour avoir accès à Internet, il faut déjà avoir accès à l'électricité. Et quand on voit en Afrique, je sais pas, je pense à un exemple que je voyais récemment au Bénin. Au Bénin, la moitié des gens n'ont pas accès à l'électricité. Il y avait une très bonne exposition qui était faite à la Maison européenne de la photographie récemment, justement.
qui montrait que dès l'instant où les gens n'ont pas accès à l'électricité, comment voulez-vous qu'ils accèdent à Internet, quoi. Donc la fracture numérique à la fois a pu accentuer la différence entre les pays riches et les pays pauvres, mais d'un autre côté, Internet est quand même une solution d'avenir pour ces pays-là, mais il faut vraiment aller à la rencontre des populations qui ne sont pas connectées pour essayer de les ramener vers nous. Et justement, le président chinois Xi Jinping a profité de cette conférence pour exprimer sa vision d'une communauté de destin commun dans le cyberespace. Et ces dernières années, pendant la conférence mondiale de l'Internet, il y a aussi des participants africains qui ont été invités. Et une conviction de la Chine, c'est de faire l'Internet le fruit du développement de l'Internet soit mieux partagé. Comme vous avez évoqué, il ne faut pas que les écarts s'écreusent devant ce développement. Il faut que le fruit soit mieux partagé entre les populations du monde entier. Et donc, quel est votre point de vue sur le rôle que la Chine peut jouer dans le futur développement de l'Internet, ce rôle de médiateur un peu entre l'Ouest, entre les pays riches et les pays pauvres, entre le Nord et le Sud? Mais je crois que la Chine peut jouer un rôle d'unité précisément, d'abord parce que la Chine est forte aujourd'hui sur Internet, il y a quelque chose comme plus de 400 millions d'internautes en Chine, comme on disait. Et la Chine aussi a les capacités techniques, les capacités de connaissance pour le faire. Donc elle peut très bien jouer le rôle de rassembleur, de chef d'orchestre en quelque sorte, pour que l'humanité puisse communiquer mieux par Internet et que Internet participe beaucoup plus au phénomène de développement. Donc je pense qu'il est clair que la Chine a un rôle très important à jouer dans cette orientation-là. Alors je vous remercie, M. Philippe Rochaud, d'avoir participé à notre émission et à partager votre expérience en Chine et vos témoignages sur le développement de l'Internet en Chine. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.